Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors actuellement, on a eu à écrire un programme qui prend un temps et puis qui nous dit ça correspond à combien de secondes. Donc je peux l'utiliser de cette manière-là. Je dis 1 heure, 23 minutes, disons 10 secondes, ça fait combien de secondes? Et puis on nous dit ça fait 4990 secondes. De la même manière, je peux dire 20 minutes et ici 11 secondes, ça fait combien de secondes? Et il me dit 20 minutes 11 secondes, ça fait 1211 secondes. Donc là, on a écrit secondes en anglais. Mais le programme qu'on a eu à faire, c'est un programme qui est adapté aux développeurs. Vous avez vu que pour l'utiliser, je dois ouvrir la ligne de commande, donc la console ou bien le terminal. Je vais ensuite me déplacer au niveau de où se trouve mon programme. Après, je vais l'utiliser de cette manière-là et puis indiquer le temps. OK? On a même eu à rajouter un message qui est affiché dans le cas où l'utilisateur ne donne pas de temps. Donc, on lui dit pour utiliser notre programme, on met un converteur, mais il faut donner le temps en secondes. Donc, si on regarde rapidement le code qu'on a eu à écrire, on a une fonction convertTime in secondes qui prend le temps et qui va retourner le nombre de secondes. Donc, tout ce qu'on faisait, on explosait le temps et puis on calculait le nombre d'heures, le nombre de minutes et puis le nombre de secondes, dépendamment plutôt du temps qui a été donné. Si on ne donne pas d'heures, dans le cas où on a simplement les minutes et les secondes, on considère qu'on a 0 heure et puis on fait le calcul. On a même écrit des tests en utilisant les doctests. Et puis là, on a notre programme principal qui, ici, va récupérer ce qui a été entré par l'utilisateur, donc le temps qui aura été passé ici. On va le récupérer via le module 6 avec AGV. On récupère cela, on le passe à notre fonction et puis elle fait le travail et on a notre résultat. Donc, si vous avez encore des questions sur cette partie-là, je vous inviterai à regarder les vidéos précédentes où on voit tout ceci en détail de long en large. Mais dans cette vidéo, on va tenter de créer un exécutable qui va être adapté à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ma mère pourra ici exécuter le programme sans problème. Essayons d'abord d'imaginer quel serait le scénario idéal. Donc, si je donne par exemple le code actuel à ma mère, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que elle aura besoin d'installer Python au niveau de sa machine. En effet, les deux fichiers qui sont là, on a converteur et puis utils.py, ce sont des fichiers Python. Étant donné qu'on a des fichiers Python, il faut utiliser Python pour interpréter le code. Donc, si je donne le dossier qui est là avec les fichiers à ma mère et puis je lui demande d'installer Python, ça va devenir très vite, disons, un challenge. Et même si je venais chez elle et puis j'installais Python sur sa machine, ça n'allait pas régler le problème. Imaginez que je prends sa machine, j'installe Python. Pour exécuter le code, elle doit toujours ouvrir le terminal et puis faire ces michubuchis-là. Et vous imaginez pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique, ouvrir le terminal et puis retenir qu'il faut taper cela, ça va être également difficile. Donc en réalité, ce qu'on doit faire ici, c'est créer un exécutable. Donc on aura le code qui aura été déjà compilé, interprété, donc le code machine, et elle pourra double-cliquer sur le programme et automatiquement tout devrait marcher. Donc, en lieu et place d'avoir à donner les fichiers Python, on va lui donner un fichier exécutable sur lequel elle pourra double-cliquer et tout devrait marcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais renommer notre fichier qui est là. Je vais l'appeler converter.py. Et puis, je vais enlever la ligne qui est là. Si vous vous rappelez, la ligne qui est là, on l'avait rajoutée afin de faire en sorte qu'on puisse exécuter notre programme en mettant simplement converteur de cette manière-là. Mais vu que j'ai enlevé cette ligne, ça ne marche plus. Encore une fois, on l'a déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vu que là, je viens de renommer mon fichier en rajoutant l'extension Py, pour l'exécuter, je vais utiliser Python, lui demander d'interpréter le code au niveau de mon fichier. Et là, je vais maintenant passer le temps, par exemple 1 heure, 10 minutes, 12 secondes, et puis on a le résultat. Donc là, on revient avec quelque chose de classique, deux fichiers Python avec les extensions et puis on a le code qui marche à la perfection. Le dossier PyCache, vous pouvez l'ignorer, il est généré automatiquement par Python. Donc voyons maintenant comment procéder via ici notre code afin de générer le fichier exécutable. La première des choses à savoir, c'est que
un exécutable Windows ne va pas nécessairement marcher au niveau d'une machine Linux ou bien d'une machine macOS. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui va marcher au niveau de tous les systèmes d'exploitation, vous allez devoir générer un exécutable pour Windows, un exécutable pour Mac, un exécutable pour Linux. Et si on devait tout gérer nous-mêmes de A à Z, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi généralement, vous allez trouver des librairies, des outils qui vont vous faciliter la tâche. Vu que nous, on a eu à écrire du code Python, je vais utiliser une librairie qui a pour nom PyInstaller. Donc, dans la plupart des langages de programmation, vous allez avoir ce genre d'outils. Après, il va falloir lire un peu la doc, la documentation, afin d'apprendre à les utiliser. Mais moi, je vais venir au niveau de Google et puis on va rechercher PyInstaller. Je prends le premier lien qui est là et comme on peut le voir, il va nous permettre de générer des exécutables pour Windows, Linux ou bien Mac. Et puis, on a plein d'autres OS, mais déjà, ça fera l'affaire avec les 3 OS, avec les 3 systèmes d'exploitation qui sont populaires. Donc, on nous dit qu'on peut l'installer en utilisant pip. Pip, c'est un gestionnaire de dépendances. En grosso modo, avant, si vous voulez installer des librairies, on allait les télécharger manuellement, les dézipper parce que généralement, c'était des fichiers zip. Il va falloir trouver où les mettre. C'était vraiment un enfer. Donc, généralement, au niveau des langages de programmation, vous allez avoir des gestionnaires de dépendances qui vont vous permettre d'installer plus facilement des dépendances de vos projets. Donc, des librairies dont vos projets vont dépendre. Vu que notre projet va dépendre de PyInstaller, il va devenir une dépendance de notre projet. Et pour installer PyInstaller, dès qu'on a pip, on peut faire pip install PyInstaller et il va être installé. Comme je le disais, ce genre d'outils-là, comme pip, les gestionnaires de dépendances, vous allez les trouver dans quasiment tous les langages. Au niveau du JavaScript, on a par exemple NPM ou bien Yarn. Dans le monde PHP, on a Composer. Dans le monde Ruby, on a Bundler et j'en passe. Ce qui est cool avec Python, dès que vous installez Python, il vient automatiquement avec pip. Donc, vu que j'ai Python installé au niveau de ma machine, j'ai également pip qui est disponible au niveau de ma machine. Donc, en théorie, je peux faire pip-v pour afficher la version. Et puis voilà, j'ai pip version 21.1.3. Vous voyez que là, j'ai mis pip 3, vu qu'au niveau de ma machine pip, c'est la version de pip associée à Python 2, alors que Python 2, on ne doit plus l'utiliser. Donc, je me répète afin de clarifier les choses. Au niveau de ma machine, si je tape Python, c'est Python 2. OK? Alors que Python 2, on ne doit plus l'utiliser. Il est déprécié, il est obsolète. Donc, j'utilise Python 3, mais au niveau de ma machine, je dois taper Python 3, comme on peut le voir. De la même manière, si je veux utiliser pip, si je ne mets pas le 3, je vais utiliser pip qui est associé à Python 2. Alors que moi, je veux utiliser pip qui est associé à Python 3, de cette manière-là. Maintenant, comme je le disais, je peux faire pip. Dans mon cas, pip 3 install de PyInstaller, mais ceci va installer PyInstaller globalement au niveau de ma machine. Au niveau du monde Python, il est généralement recommandé de créer des environnements virtuels qui sont comme des environnements isolés au niveau desquels vous allez pouvoir installer vos différentes librairies. L'avantage des environnements virtuels, c'est quoi? Imaginons qu'on a 2 projets. Au niveau d'un projet, j'ai besoin de PyInstaller, mais j'ai besoin de la version, disons, 3.8. Donc là, c'est 3 que je voulais écrire. Mais imaginons que j'ai besoin de la version 3.8 de PyInstaller au niveau du projet 1. Au niveau du projet 2, j'ai besoin de la version, disons, 9.4 de PyInstaller. Donc, vous voyez, le premier projet, il a besoin de la version 3.8 de PyInstaller. Le deuxième projet a besoin de la version 9.4. Si vous procédez de cette manière-là, vous ne pouvez pas avoir 2 versions en même temps au niveau de votre machine. Si vous décidez d'installer PyInstaller et puis vous dites que vous voulez la version, disons, 3.8, vous aurez la version 3.8 de PyInstaller qui va être installée. Je vais fermer le Mitsubishi qui est là. Parfait. Mais si vous décidez d'utiliser la version 9.4, lorsque vous allez installer la version 9.4, il va désinstaller la version 3.8 qui est actuellement installée afin d'installer la version 9.4. Ce qui veut dire qu'en théorie, en procédant de cette manière, vous ne pourrez pas avoir les 2 versions installées. Et c'est pourquoi généralement, on crée des environnements virtuels qui sont comme des boîtes isolées.
Voyez les environnements virtuels comme des bulles, ok? Donc des bulles isolées. Je pourrais créer un environnement virtuel que je vais appeler, disons, projet 1, donc P1, et puis un environnement virtuel que je vais appeler P2. Donc là, c'est l'environnement virtuel du projet 1, et puis là, l'environnement virtuel du projet 2. Au niveau de l'environnement virtuel du projet 1, donc au niveau de la bulle du projet 1, je vais installer la version 3.8, et puis au niveau de la bulle du projet 2, je vais installer la version 9.4. L'avantage maintenant, c'est quoi? Lorsque je vais vouloir travailler sur le projet 1, je vais activer l'environnement virtuel P1 et à l'intérieur de cet environnement virtuel, j'aurai la version 3.8. Lorsque je termine de travailler sur le projet qui est là, je vais désactiver l'environnement, je vais sortir de l'environnement. Et si j'ai besoin de travailler sur l'autre projet qui a besoin de la version 9.4, je vais activer l'environnement ici pour le projet 2 où j'aurai installé la version 9.4. Je travaille avec ceci. Si j'ai fini, je peux désactiver l'environnement. Donc, l'avantage avec les environnements virtuels, vous pourrez avoir plusieurs versions d'un même package, d'une même librairie qui pourront être installées sans avoir de conflit. Donc, afin d'utiliser les bonnes pratiques, je vais créer un environnement virtuel que je vais appeler, disons, cool. On peut donner le nom qu'on veut, mais afin de simplifier la compréhension, je vais l'appeler, disons, converteur venv. De cette manière-là. Donc, la commande qui est là, elle permet de créer un environnement virtuel qui a pour nom converteur venv. Donc, on demande à Python d'utiliser le module qui a pour nom venv. Et là, c'est un module qui vient avec Python. Il vient directement avec Python. Donc, on demande à Python, utilise le module venv afin de créer un environnement virtuel qu'on va appeler converteur venv. Encore une fois, là, j'aurais pu mettre le nom que je voulais, mais on l'a appelé converteur venv. Et vous allez voir en 2 temps 3 mouvements, on aura un environnement virtuel qui va être créé. Maintenant, l'environnement virtuel en question, il va falloir l'activer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'est à l'intérieur de l'environnement virtuel qu'on va installer la version des packages qu'on veut. Pour l'activer, il faut venir au niveau de bin et puis on a un script activate qu'on peut exécuter. Vous pouvez dire, on va venir au niveau de converteur venv, on vient au niveau de bin et puis on va ici activer l'environnement. Donc, si vous avez Linux ou bien Mac, vous allez mettre source, converteur venv, bin activate. On valide et regardez, mon environnement est activé. Probablement au niveau de votre ligne de commande, ceci va rajouter une parenthèse avec le nom de l'environnement virtuel afin de dire qu'il a été activé. On met une parenthèse ici. Moi, j'ai un thème qui me permet de l'afficher de cette manière. C'est la raison pour laquelle on voit converteur venv à gauche de cette manière-là. OK? Si je veux le désactiver, je fais deactivate et il est désactivé. Donc, si je me répète, on est dans le dossier où on a l'environnement virtuel. Je fais source pour dire viens dans mon environnement virtuel, converteur venv. Viens ensuite dans le dossier bin. Et puis, dans bin, on a activate et puis active l'environnement virtuel. Pour le désactiver, on fait deactivate. Ce n'est pas désactivate, c'est deactivate. Si vous avez Windows, c'est la même commande pour créer l'environnement virtuel. Probablement, vous aurez à mettre Python, pas Python 3. Moi, au niveau de ma machine pour Python 3, je dois mettre Python 3. Mais une fois l'environnement virtuel aura été créé, pour Windows, vous allez avoir un script activate que vous pourrez également utiliser de la même manière. Donc, on ne va pas mettre source, le nom de l'environnement bin activate. Au niveau de Windows, source ne va pas marcher. Vous allez mettre le nom de votre environnement virtuel, converteur venv. Et au niveau de Windows, vous aurez un dossier script de cette manière-là. Et puis, vous pourrez utiliser activate afin d'activer l'environnement virtuel. Donc, au niveau de Windows, on va utiliser l'anti-slash et puis on va mettre converteur script activate. Il n'y aura pas bin, il y aura un dossier script. Et normalement, ça doit activer l'environnement virtuel. Et une fois activé, vous pourrez de la même manière faire deactivate afin de le désactiver. Donc, je vais réactiver rapidement mon environnement virtuel. Et puis, on va exécuter la commande qui est là, pip install pyinstaller. Avant d'exécuter la commande qui est là, je vais vous montrer un truc qui est cool. Vu que lorsqu'on a créé l'environnement virtuel, on l'a créé avec Python. Vous avez vu, on l'avait créé avec Python version 3. Donc, lorsque je vais être à l'intérieur de mon environnement virtuel, vous allez voir, si je tape Python, j'aurai Python 3.
Parce qu'il sait que l'environnement virtuel a été créé avec Python 3. Il se dit, à l'intérieur de l'environnement virtuel, je veux utiliser Python 3. Donc, une fois que je suis à l'intérieur de l'environnement virtuel, taper Python, c'est la même chose que de taper Python 3. Et de la même manière, taper pip, c'est la même chose que de taper pip associé à la version 3. Donc, c'est très important. Ça va marcher uniquement dans mon cas si je suis à l'intérieur de l'environnement virtuel. Si je ne suis pas à l'intérieur de l'environnement virtuel et puis je fais Python, là c'est Python 2. Si je tape également pip, ça va être pip version associée à la version 2 de Python. Mais vu que l'environnement virtuel a été créé avec la version 3 de Python, si je tape Python, il sait que je vais utiliser Python version 3. Si je tape pip, il sait que je vais utiliser pip version 3 également, donc associé à la version 3 de Python. Donc, ce qui est cool, je peux taper simplement pip en lieu et place de pip 3 à l'intérieur de mon environnement virtuel. Et puis, je vais demander à installer la librairie PyInstaller. Donc, vous pouvez imaginer que c'est comme si, je vais essayer de faire CTRL-Z, on a créé un environnement virtuel qu'on a appelé converteur. OK, converteur venv. Imaginez que c'est converteur venv que j'ai eu à écrire. Et puis à l'intérieur, on vient d'installer PyInstaller. Et puis on a installé quelle version de PyInstaller? On va regarder rapidement. On a installé la version 4.5.1. Donc on peut voir tous les packages installés en faisant pip list. Et vous voyez, j'ai PyInstaller version 4.5.1 qui a été installé. On peut voir que d'autres Mitsubishi ont été également installés. C'est parce que généralement, si vous installez une librairie, cette librairie également dépend d'autres librairies. Donc, en l'installant, elle va installer également les autres librairies dont elle dépend. Donc, c'est pourquoi on se retrouve des fois avec plein d'autres librairies, même si on installe une seule librairie. Là, on nous dit qu'on peut mettre à jour la version de pip qu'on a à l'intérieur de notre environnement virtuel en exécutant la commande qui est là. Donc, je vais la copier simplement. Actuellement, j'ai quelle version? J'ai la version 21.1.3 à l'intérieur de l'environnement virtuel. J'ai mal copié le Mitsubishi qui est là. Je vais le recopier. On va exécuter la commande et vous allez voir. Là, j'ai copié les codes. Je vais faire CTRL-C. Je vais remettre ceci. Décidément, désolé les gars et les go. Donc, on a la bonne commande maintenant. On valide. Et vous allez voir, j'aurai une version probablement différente. J'ai maintenant la version 21.2.3. Donc, avant, j'avais la version 21.1.3 de pip. Maintenant, j'ai la version 21.2.3. Encore une fois, c'est la version de pip à l'intérieur de l'environnement virtuel qui a été modifiée. Si je fais pip-v à l'extérieur de l'environnement virtuel, j'ai toujours la version 21.1.3. J'ai simplement mis à jour la version de pip à l'intérieur de mon environnement virtuel. 21.2.3. En réalité, c'est pas compliqué. Si vous regardez dans le dossier bin, vous allez voir, vous avez des versions de pip pour l'environnement virtuel, aussi des versions de Python pour l'environnement virtuel. Et tout ceci est géré au fait. Donc, quand vous faites des mises à jour, vous voyez les environnements virtuels comme vous avez une boîte qui est isolée au niveau de laquelle vous pourrez faire vos installations, retirer vos Mitsubishi, mais tout se passe à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de cette bulle. Donc, maintenant, tout est cool. On a installé PyInstaller. En lieu et place de l'installer globalement au niveau de ma machine, on a créé un environnement virtuel afin de suivre les bonnes pratiques. Et puis, à l'intérieur de l'environnement virtuel, on a installé PyInstaller. Maintenant, on nous dit, imaginons qu'on a un programme Python, yourprogram.py. Désolé pour mon anglais. Donc, voici notre programme. Donc, imaginons qu'on a un programme yourprogram.py. Si on veut créer un exécutable pour notre programme, il faut le préfixer de PyInstaller. Et c'est tout. Donc, pour nous, c'est cool. Dans le dossier qui est là, on a notre programme converteur.py. Donc, on va dire PyInstaller. Il faut ici créer un exécutable pour notre programme converteur.py. Et puis, on va valider. Et vous voyez, PyInstaller est en train de faire tout le travail afin de créer l'exécutable pour nous. Et si on regarde dans notre dossier, bon, je vais ouvrir notre dossier. On peut voir qu'on a un dossier dist. Et dans le dossier dist, on a un dossier converteur. Et voici notre exécutable. Donc, vous voyez, PyInstaller, il nous a créé plein de Mitsubishi. Il nous a créé un fichier spec. Il a créé le dossier build qui est ici.
Mais si on regarde dist, on a un dossier avec le nom de notre programme et puis voici l'exécutable en question. Encore une fois, c'est très important. Si je n'étais pas à l'intérieur de l'environnement virtuel et puis je veux utiliser PyInstaller, ça ne va pas marcher vu que je ne l'ai pas installé au niveau de ma machine globalement. Je l'ai installé à l'intérieur de l'environnement virtuel. Donc, je dois être à l'intérieur de l'environnement virtuel afin de pouvoir utiliser PyInstaller. Vous voyez, là, vu que je n'ai pas précisé mon programme, on a une erreur, mais on peut voir que PyInstaller, il est bel et bien trouvé. Ce n'est pas comme avant où on nous disait qu'on ne le connaissait pas, vu qu'on n'était pas à l'intérieur de l'environnement virtuel. Donc, voyons maintenant comment utiliser notre exécutable. Donc, lui, on n'a plus besoin de Python, vu que c'est le code compilé. Si vous essayez de regarder le code, je vais tenter de l'ouvrir avec mon éditeur. On va réduire un peu ceci. Donc, vous voyez ceci comme le code machine, le code binaire en grosso modo. Si je fais un glisser-déposer, on voit qu'on a plein de charabia. Donc, ma mère n'aura pas besoin de Python pour exécuter ceci. Elle pourra simplement double-cliquer et puis ça va l'exécuter. Donc, essayons de double-cliquer. On va faire OK. Et vous voyez, il tente d'exécuter notre programme, mais il ferme ceci automatiquement. On va aller étape par étape. Je vais essayer de peut-être prendre une capture pendant qu'il va afficher les trucs. Donc, je vais prendre une capture. Parfait. J'ai eu à prendre une capture et puis je fais OK. Donc, regardons la capture qu'on a eu à prendre. Donc, voici la capture que j'ai eu à prendre. On nous dit que le nom exit n'est pas défini. Là, c'est marqué derrière is not defined. Donc, c'est tout à fait normal. Ici, au niveau de notre code, je vais revenir au niveau de converteur. On ne va pas utiliser exit, cette fonction-là. Elle est censée être utilisée au niveau du shell. Donc, en faisant par exemple exit pour quitter ou bien quitte pour quitter. Au niveau de nos programmes, on va utiliser sys.exit. Donc, au niveau du module 6, on a ici exit qui existe comme fonction qu'on peut utiliser. Donc, je vais modifier donc cela et puis on va recompiler. D'abord, on va vérifier que tout continue de marcher. On va exécuter notre programme converteur.py en ne mettant rien. On voit que on a ceci. Mais si on donne, disons, un temps, 1 minute 30, on doit avoir 90 secondes et puis tout marche. Donc maintenant, on va demander à PyInstaller de recréer notre exécutable. Donc il est en train de créer notre exécutable. On va patienter. Donc là, on nous dit que le dossier en question, il existe déjà et puis on va retirer tout le contenu. Donc, c'est tout à fait normal. On a déjà notre dossier converteur. Il dit qu'il va retirer tout le contenu et puis mettre un nouveau contenu. On va dire oui, on fait Y et on valide. On voit que tout s'est bien passé. On a un nouvel exécutable qui vient d'être créé. Vous voyez à minuit 08, donc 0h08. On clique là-dessus. On fait OK. Et vous voyez, on n'a plus d'erreur, mais on nous dit qu'on a exécuté notre programme, mais on n'a pas donné de temps. Et en réalité, c'est ce qui va se passer. Vu qu'on a créé l'exécutable qui est là, le fichier exécutable, si ma mère double-clique là-dessus, c'est comme si elle a exécuté notre fichier converteur.py qui est ici, sans passer quoi que ce soit. Et c'est pourquoi, en exécutant le Mushibushi qui est là, on nous dit que on n'a pas passé de temps. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas passé ici le time string et le programme se termine. Donc, vu qu'on veut faire maintenant un programme qui n'est pas destiné à quelqu'un qui sait coder, le programme est plutôt destiné à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en code, on doit modifier un peu la manière dont on demande les informations. En lieu et place d'attendre que les informations proviennent des arguments en ligne de commande, comme on l'avait fait tout à l'heure, on va dire que on va utiliser input qui permet de demander à l'utilisateur quelque chose. Donc, si vous avez déjà fait du Python, vous connaissez probablement input. On peut dire quel est votre nom de cette manière-là. Il va afficher donc quel est votre nom avec un petit espace en attendant qu'on entre quelque chose. Et ce qu'on va taper, il va nous retourner toujours en chaîne de caractères, ce qu'on va taper. Donc, si je tape honoré, on voit qu'il nous retourne honoré en chaîne de caractères. Même si je tapais un nombre 2, il va toujours nous donner ceci comme une chaîne de caractères. Donc, quel que soit ce qu'on va taper, input nous retourne toujours une chaîne de caractères. Donc, nous, on va dire que on va mettre un message, entrer le temps à convertir en secondes.
Et puis, on peut mettre entre parenthèses des exemples. Je vais mettre exemple 1 heure, 23 minutes, 12 secondes, ou bien, disons, 2 minutes, ou bien on va dire 12 minutes, 20 secondes. Donc, on va afficher ce qui est ici, un petit espace pour ne pas que ce que l'utilisateur tape soit accolé. Ce qu'il va entrer, on va le mettre au niveau d'une variable, timestring. Et cette variable-là, on va l'utiliser pour dire, par exemple, si l'utilisateur a tapé 1h23:12, ceci va être remplacé par 1h23:12. On va passer également la chaîne de caractères 1h23:12 à notre fonction qui est là, qui va faire la conversion et puis tout va marcher. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est utiliser maintenant notre variable timestring. Et ça devrait marcher. Donc, essayons d'utiliser notre programme. On va faire Python 3 converteur.py. Maintenant, on demande d'entrer un temps. Je vais mettre, disons, 10 minutes 30. On valide. Et on nous dit 10 minutes 30. Cela correspond à 630 secondes. Donc, on est satisfait. Donc, vu que tout marche, on va créer un autre exécutable avec PyInstaller et on valide. Là, on va répondre oui avec un Y encore pour dire tu peux faire un override du contenu. Et vous allez voir, on aura un nouvel exécutable. On fait OK. On nous demande maintenant entrer le temps à convertir. Je vais mettre par exemple 1 minute, disons 30. Ça doit faire 90. On valide. Et il a mis 90, mais il a fermé automatiquement. Regardez encore une fois rapidement. Je double-clique. Je fais OK. Entrer le temps à convertir. Je vais mettre 1 minute 30. Si vous êtes attentif, si vous regardez rapidement. J'ai voulu faire une capture, mais je n'ai pas pu. Il a mis 90, mais il a automatiquement terminé le programme. Donc, dès qu'il finit d'afficher, il termine le programme. Donc, nous, on peut utiliser une petite technique. On va dire qu'on va mettre un input, entrer ou bien appuyer sur la touche entrée afin de quitter. Bien, afin de quitter, c'est bon. Donc, là, on va demander le temps, on va afficher la conversion, mais on ne va pas terminer le programme automatiquement. On va mettre un input afin de forcer l'utilisateur à entrer quelque chose. S'il fait entrer directement, ça va marcher et puis tout est bon. Donc, afin de vous le montrer, imaginons que on copie le input qui est là. On valide. Si je tape n'importe quoi, je fais entrer par exemple, vous voyez que ça termine. Donc, c'est ce qu'on va faire. Au moins, l'affichage va rester jusqu'à ce qu'on appuie sur entrée. Donc, on va réessayer. On exécute notre programme manuellement. On exécute notre programme et puis après, on va créer l'exécutable. Je mets 1 minute 30. Vous voyez qu'il affiche la conversion et puis on nous demande d'appuyer sur la touche entrée pour quitter. On fait entrer et puis ça termine. Donc, je vais recréer un autre exécutable avec PyInstaller. Et normalement, cette fois-ci, on devrait avoir un exécutable qui est correct. Je fais Yes. Et tout est bon. Donc, on revient là. On double-clique sur l'exécutable. On nous dit entrer le temps à convertir. Je mets 1 minute 30. On valide. On nous dit ça fait 90 secondes. Et on nous demande d'appuyer sur n'importe quelle touche pour quitter. Et voilà. Donc, maintenant, je vais donner ceci à ma mère, le dossier qui est là à ma mère. Elle n'aura qu'à double-cliquer sur le fichier qui est là. Ça va ouvrir automatiquement le terminal comme on peut le voir ici. Elle pourra entrer ce qu'elle veut, convertir. Elle va voir le résultat, elle fait entrer et puis ça quitte. On peut essayer d'améliorer un peu ceci. Je vais retirer tout ce qui a été rajouté par notre ami PyInstaller. Je vais enlever build, converter.spec, également dist. Et puis garder simplement ce qu'on avait. Maintenant, je vais réexécuter le PyInstaller, simplement que je vais rajouter l'option OneFile. Donc, si vous venez au niveau de la documentation, on vient au niveau de documentation. OK, on va prendre HTML. On va nous expliquer en détail comment on utilise PyInstaller. Donc, on peut l'installer et puis faire plein de mushibushi. Mais je vais rechercher OneFile. On peut le chercher ici, OneFile, on valide. OK. Et vous voyez, c'est une option qui va vous permettre de créer ici un unique fichier exécutable. Donc, en lieu et place d'avoir un dossier qui contient plein de mushibushi comme on l'avait tantôt, ça va vous créer un seul fichier unique. OK? Un fichier unique exécutable sur lequel on peut double-cliquer.
On vient à ce niveau-là. Au niveau de dist, on a un seul fichier et je peux donner simplement ce fichier-là sur lequel on peut double-cliquer et puis exécuter notre programme. Encore une fois, on n'a plus besoin de Python parce que ça, c'est le code machine directement qu'on peut exécuter. On convertit 20 minutes en secondes et puis on a 1200 secondes. On fait entrer pour quitter. Si on vient au niveau du site officiel de PyInstaller, il y a un truc très important dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. On nous dit que PyInstaller a été testé au niveau de Windows, macOS et Linux. Toutefois, ce n'est pas un cross-compiler. En grosso modo, si vous voulez créer un exécutable pour Windows, vous aurez besoin d'exécuter PyInstaller au niveau d'une machine Windows. Si vous voulez générer un exécutable pour Linux, vous aurez besoin de l'exécuter au niveau d'une machine qui a Linux. De la même manière, si on veut avoir un exécutable pour Mac, nous allons avoir besoin de l'exécuter au niveau d'un Mac. Donc en théorie, ça veut dire que l'exécutable qu'on a obtenu ici, si je le mets au niveau d'une machine Windows ou bien au niveau d'une machine Linux, on ne pourra pas l'utiliser. Afin de vous le montrer, j'ai créé une machine virtuelle Linux où j'ai installé Ubuntu et je me suis envoyé l'exécutable par courriel. Donc je l'ai zippé, je l'ai envoyé via ici Google Drive et puis je l'ai téléchargé au niveau de ma machine virtuelle. Si je double-clique là-dessus, on peut voir qu'on ne peut pas l'exécuter. On peut se jouer un peu les geeks, on ouvre le terminal. Il est au niveau du dossier Download. Je suis déjà dans le dossier Download. Et puis, je vais tenter de l'exécuter depuis le terminal. Et vous voyez, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, vu qu'on l'a généré au niveau d'un Mac, on ne peut l'utiliser qu'au niveau d'un Mac. Maintenant, ce que j'ai eu à faire, c'est quoi? Je me suis envoyé le code qu'on a eu à écrire. Donc, le code de converteur.py qu'on avait écrit tout à l'heure. Et puis, le code également de utils.py qu'on avait eu à écrire. Et là, de la même manière, j'ai créé, je vais venir dans le dossier code, j'ai créé un environnement virtuel que j'ai appelé venv. Donc, j'ai fait python 3-m venv afin de créer un environnement virtuel. Je vais activer l'environnement virtuel en question. Et puis, au niveau de l'environnement virtuel, j'ai eu installé PyInstaller. Donc, j'ai fait pip install PyInstaller et vous voyez que PyInstaller est bel et bien installé. Donc, pip freeze, c'est la même chose que pip list, simplement que l'affichage est différent. Vous voyez qu'au niveau de pip list, on a un affichage un peu plus friendly, alors que ce qui est affiché lorsqu'on utilise pip freeze est plus intéressant si vous voulez générer un fichier requirements.txt. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous voyez que j'ai bel et bien installé PyInstaller. Maintenant, après, tout ce que j'ai eu à faire, c'est demander à PyInstaller de me générer un exécutable pour le fichier converteur.py. Et puis, j'ai rajouté --onefile afin de dire que je veux un fichier unique. Et il m'a créé l'exécutable qu'on voit là. Je ne peux pas double-cliquer là-dessus. Vous voyez, je tente de faire run et malheureusement, ça ne marche pas. Par contre, si je viens au niveau du terminal, on va enlever tout ceci. Je viens dans le dossier dist. Vous allez voir que je peux exécuter mon Mitsubishi de cette manière-là. Et puis, je vais convertir 1h30 et on aura 90 secondes. Je fais entrer pour quitter. En théorie, pour des gens qui utilisent Linux, ce n'est pas problématique d'avoir le fichier exécutable comme ceci et puis on se déplace pour exécuter. Ils sont déjà habitués un peu au terminal. Donc, si on a un exécutable de cette manière-là, ça fait l'affaire. Mais essayons de faire la même chose au niveau de Windows. Donc, de la même manière, j'ai eu à me créer une machine virtuelle qui a Windows afin de vous montrer un peu comment ça allait se passer si on avait Windows. Donc, je vais copier l'exécutable et ce qui est cool, tel que j'ai créé ma machine virtuelle, je peux faire un copier depuis ma machine et puis faire un coller ici. Vous allez voir, je fais coller et puis on aura l'exécutable, le voilà. Mais vous allez voir qu'on ne pourra pas également utiliser l'exécutable. Vu qu'on l'a créé au niveau d'un Mac, ce sera un exécutable pour un Mac. Si on voulait un exécutable pour Windows, il allait falloir le faire au niveau d'une machine Windows. Donc, je double-clique et puis on peut voir que ça ne marche pas en réalité. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est la même chose qu'on a eu à faire pour Linux. Je peux copier mes deux fichiers qui représentent mon code. Et puis, au niveau, par exemple, du dossier, disons, téléchargement, je peux le mettre n'importe où, mais on va faire simple. Je vais créer un dossier code au niveau duquel je vais mettre mes deux fichiers Python. Donc là, assez rapidement, afin de ne pas perdre votre temps, j'ai eu à installer Python au niveau de ma machine virtuelle Windows. Donc, si je fais Python-v, mamma mia, on peut voir que j'ai Python. Je vais donc venir au niveau du dossier Download, qui est le dossier de téléchargement, ou bien on va faire dire, le nom c'est Download, parfait. Donc, je viens au niveau de Download,
Et dans le dossier download, j'ai mon dossier code au niveau duquel j'ai mon code. Je vais créer un environnement virtuel python-m venv, ou bien on va l'appeler converteur venv. J'imagine que ça doit être un peu petit, donc on va essayer d'agrandir. On va faire propriété, police, je prends 24, OK. On aura quelque chose de plus grand. Donc je crée un environnement virtuel. Au niveau de Windows, dans mon cas, je peux mettre Python. Je n'ai pas besoin de mettre Python 3. Et notre environnement virtuel va être créé. Comme j'avais eu à le dire, au niveau de Windows, pour activer l'environnement virtuel, il faut venir au niveau du dossier de l'environnement virtuel. On vient au niveau de script et puis on aura activate. Donc je vais venir ici, je vais faire converteur venv. De cette manière-là, on fait script et puis activate et on aura activé notre environnement virtuel. À l'intérieur de l'environnement virtuel, je vais installer PyInstaller en faisant pip install PyInstaller. Maintenant, dès que PyInstaller va être installé, on peut l'utiliser et puis on va générer notre exécutable. Mais vu qu'on va le faire au niveau d'une machine Windows, ben, il va nous générer, disons, l'exécutable pour Windows. Et généralement, c'est un fichier .exe. Donc, on va patienter un peu et puis on pourra faire PyInstaller. On va donner le nom de notre fichier principal, désolé, le nom de notre fichier principal qui est converteur.py. Et on va rajouter l'option "-one-file" afin de dire qu'on veut un unique fichier exécutable. Bon, là, on ne va pas mettre à jour pip. Si vous le voulez, vous pouvez simplement copier la commande qui est là. Pourquoi pas, je vais le faire. Vu que je suis un peu parano, on va copier le Mitsubishi qui est là. On fait un clic droit, modifier, copier. Je reviens là, je fais un clic droit, on fait coller, magnifique, on valide. Et il va mettre à jour pip et on aura la version 21.2.3. On peut faire pip freeze ou bien pip list et on verra que PyInstaller a été installé. On peut donc l'utiliser, on va dire génère-moi l'exécutable pour converteur.py et on rajoute one-file. Et regardez maintenant, dans le dossier qui est ici, on aura un dossier dist. Et dans le dossier dist, on aura l'exécutable pour Windows. Et ça va être un fichier .exe. On patiente un peu le temps que ça finisse. Tout est bon. Et voici, on a un fichier exécutable. Je double-clique. Et qu'est-ce que vous voyez? Notre application s'ouvre. Et puis, on va dire, par exemple, 1 minute, disons 45 secondes. Et mamma mia, voici le résultat. On fait entrer pour quitter. Donc, je pourrais donner le fichier qui est là à ma mère. Elle va double-cliquer. Et puis, tout va marcher. Donc, on convertit 1 heure en secondes. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Et vous voyez que tout marche. Entrée et on quitte. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment générer un exécutable pour Windows, même si vous avez un Mac ou bien vous avez Linux. Donc, on n'aura pas besoin de créer une machine virtuelle ou bien aller chercher une machine Windows pour générer l'exécutable. Ça va être un peu plus compliqué, mais je le montre pour les personnes qui sont un peu plus avancées. On va utiliser un outil qui a pour nom Docker. Donc, je ne vais pas l'expliquer en détail parce que, comme je le disais, Docker, ça peut devenir très vite compliqué. Mais si ça vous intéresse, vous cherchez Docker Teacher du net. J'ai eu à faire une vidéo qui explique un peu Docker, c'est quoi. Donc, si je mets Docker Teacher du net de cette manière, il y a cette vidéo, pourquoi utiliser Docker, à quoi sert Docker, où j'explique c'est quoi Docker. Moi, je vais vous montrer comment l'utiliser sans rentrer dans les détails. Donc, j'ai déjà eu installé Docker au niveau de ma machine. Je suis venu là, j'ai fait, disons, get started, ou bien c'est quoi, je vais essayer de me rappeler rapidement. Voilà, j'ai pris Docker Desktop, je l'ai téléchargé au niveau de mon Mac et je l'ai installé. Normalement, si vous faites une petite recherche, vous allez trouver des tutoriels qui vous montrent comment l'installer au niveau de Windows, Linux ou bien Mac. Si vous avez déjà une machine Windows, vous n'avez pas besoin de faire tout ceci. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut générer l'exécutable si on procède de cette manière. Mais je veux vous le montrer si vous n'avez pas de machine virtuelle ou bien vous n'avez pas de machine Windows, vous voulez rester avec votre Mac ou bien votre Linux et puis montrer que vous pouvez générer l'exécutable pour Windows. Donc, j'ai déjà installé Docker au niveau de ma machine, je vais le lancer et il va prendre normalement un peu de temps. Ici, vous allez voir Docker a démarré. On va patienter quelques minutes et on va nous dire que Docker est démarré.
Pendant que c'est en train d'être fait, on va utiliser un outil, Docker PyInstaller. Donc, j'ai eu à faire une recherche en ligne et puis j'ai trouvé, j'ai trouvé ce dépôt où vous aurez à exécuter une commande. Par exemple, cette commande-là, si on veut générer l'exécutable pour Linux, mais au niveau d'un Mac, donc je peux garder mon Mac et puis je vais générer un exécutable pour Linux. Ou bien on peut utiliser ceci, donc PyInstaller Windows, pour générer un exécutable pour Windows directement depuis notre Mac ou bien directement depuis notre machine Linux. Donc Docker, on peut l'installer au niveau de Windows, au niveau de Linux, au niveau de Mac. Le seul truc que je ne pense pas que vous pouvez faire, c'est avoir un Windows et puis ou bien un Linux et puis vouloir générer l'exécutable pour Mac. OK, parce que Mac c'est un peu spécial. Je sais que vous pouvez avoir un Mac et puis générer l'exécutable pour Linux et puis Windows. Vous pouvez avoir un Linux et puis générer l'exécutable pour Windows, mais vous ne pouvez pas avoir Windows et puis générer l'exécutable pour Mac ou bien avoir Linux et puis générer l'exécutable pour Mac. Vous devez avoir un Mac pour générer l'exécutable du Mac, mais avec le Mac, vous pourrez utiliser l'outil qui est là pour générer l'exécutable de Linux ou bien de Windows. Donc, assez parlé, normalement Docker devrait avoir démarré et c'est le cas. Je vais donc venir là et puis on va copier, disons, le Mitsubishi qui est ici. Donc, la ligne qui est là. Je vais la coller. La seule chose qu'on va changer, c'est quoi? Nous, on veut générer l'exécutable, pas pour Linux, mais pour Windows. Donc, l'exécutable pour Windows. Notre fichier, il a pour nom converteur.py. Donc, je mets converteur.py. Donc, là, je suis au niveau de mon Mac, comme vous pouvez le voir, mais je vais utiliser Docker pour générer un exécutable Windows avec PyInstaller. Donc, on va rajouter l'option. Donc là, voici la commande qu'on va exécuter au niveau de Windows. C'est PyInstaller converteur.py, mais moi, je vais rajouter "-one file" afin d'avoir un seul fichier exécutable. Donc ici, je vais retirer le dossier build, je vais retirer le dossier dist et puis le fichier spec. Et vous allez voir, en exécutant la commande qui est là, on aura notre exécutable qui va être créé, mais on l'aura fait depuis un Mac. Donc, vous voyez qu'il est en train de le faire. Derrière, il utilise une version de Windows 7.6. On patiente un peu. Et on verra dans le dossier dist qu'on a l'exécutable pour Windows. Donc, voilà, tout est terminé. Voici l'exécutable. On voit que c'est un fichier exe. Je ne peux pas l'exécuter au niveau de mon Mac. Mais vous voyez, je ne peux pas l'exécuter, mais je peux le copier. On vient au niveau de notre machine Windows. Donc, elle est où? J'essaie de la retrouver. Désolé, elle est là. Parfait. Et puis, on va coller le Mitsubishi, disons, dans téléchargement, afin de vous montrer que l'exécutable va marcher. Je double-clique. Et voici, tout marche à la perfection. On convertit 1 minute à 30 et on a le résultat. Donc, on a généré l'exécutable pour Windows depuis notre machine, disons, Mac. Je vais supprimer le dossier dist, le dossier build et puis converteur.spec. Et on va générer un exécutable pour Linux depuis notre Mac en mettant Linux et on valide. Donc, vous voyez que vous pouvez utiliser Docker sans comprendre comment il marche. Mais si ça vous intéresse, je vous recommanderais vivement d'apprendre à l'utiliser parce qu'aujourd'hui, beaucoup de développeurs l'utilisent. Donc, ceci va vous permettre de rajouter cela à votre arsenal d'outils que vous savez utiliser. Là, je ne vais pas perdre votre temps, mais croyez-moi, il va pouvoir générer l'exécutable pour Linux depuis notre Mac. Donc voilà, félicitations les gars et les go. Vous avez appris dans cette vidéo à générer un exécutable pour Windows, Linux et Mac en utilisant PyInstaller. Le seul problème avec ce qu'on a eu à faire, c'est quoi? Imaginez que je donne ceci à ma mère et puis elle double-clique sur l'exécutable. Ça peut faire toujours un peu peur, le fait de voir la fenêtre avec la console. Nous, en tant que développeurs, ça ne nous fait pas peur, mais ma mère qui va voir ceci, même si ça va marcher, ça peut faire un peu bizarre. L'autre truc qu'on n'a pas géré, c'est quoi? Si vous donnez ce programme à ma mère, imaginons qu'elle tape, en lieu et place de mettre ceci, imaginons qu'elle tape 1 minute et puis 20 secondes. Elle veut savoir ça fait combien de secondes. Qu'est-ce que vous voyez ici? Notre programme crash. Donc, quand vous créez un programme pour des utilisateurs finaux qui ne sont pas des développeurs, il va falloir ici gérer les différents scénarios.
qu'est-ce qui se passe si la personne entre quelque chose qu'on ne peut pas convertir? Nous, dans notre cas, par exemple, on va essayer de faire ceci. Et si on a une exception qui est levée, on va tenter de la capturer. Afin de vous montrer ceci en détail, tentons d'exécuter notre programme au niveau de notre machine Mac. Là, ça fait beaucoup de machines maintenant, mais je vais exécuter notre programme converteur.py et je vais mettre du charabia. Vous voyez qu'on a une exception de type value error qui est levée. Si la valeur qui est là, on ne peut pas ici, si la valeur qui est entrée, elle n'est pas bonne. Donc, nous, on peut dire, on va essayer d'exécuter le code qui est ici, mais on sait qu'en l'exécutant, on peut avoir une exception de type value error. Si on a une exception de type value error, on va la capturer et puis on va dire impossible de convertir le temps entré. Veuillez vérifier que la valeur qu'il est valide. Donc, désolé, je ne suis pas inspiré, mais on va mettre un message. Veuillez vérifier qu'il est valide et lorsqu'on met qu'il est valide, on parle du temps. Donc, si on met un temps qu'on peut convertir, on n'aura pas de problème. On va le convertir et puis on va dire d'appuyer sur la touche et puis on va dire d'appuyer la touche entrée pour quitter. Mais si on a un problème, on va afficher le message qui est là. Donc, regardez maintenant, on exécute, on met un bon temps, on n'aura pas de problème. Mais si je mets du charabia, on affiche maintenant impossible de convertir et puis on peut faire entrer pour quitter. Donc, j'allais générer un exécutable avec cette version qui est là. Et s'il y avait d'autres problèmes, on va tenter de trouver les problèmes et puis, disons, gérer également ces problèmes. Également, on peut améliorer l'expérience utilisateur. En lieu et place de demander un seul temps et puis après terminer, on peut faire ceci tant que l'utilisateur n'a pas décidé de quitter. Donc, vous pouvez utiliser une boucle pour dire tant que l'utilisateur veut continuer, on va ici continuer. Là, je vais vous laisser le faire comme petit exercice. Le dernier truc qui pourrait être intéressant, en lieu et place d'avoir l'exécutable qui va afficher la console et puis on va entrer le temps et tout, il serait plus intéressant d'avoir une interface graphique. Donc, imaginez qu'on avait une interface où on affiche Big Converter. Ça va être le nom de notre application. Donc, je vais tenter de dessiner ceci. Donc, imaginez qu'on avait une interface et puis ici, on mettait Big Converter. Et on aura un champ où l'utilisateur pourra entrer le temps, par exemple 1 minute et puis, disons, 30 secondes. Et un bouton convertir. Et s'il clique sur le bouton, on peut afficher une pop-up où on dit que 1 minute 30 secondes. On peut afficher une pop-up où on dit que 1 minute 30 secondes, ça fait 90 secondes. Donc, avouez que ça peut être cool. Le fait d'avoir une interface graphique, ça va être un peu plus convivial que d'avoir une console. Ça peut faire peur pour des personnes qui ne s'y connaissent pas trop en informatique. Donc, pourquoi pas, dans la prochaine vidéo, on va faire justement ceci. On va voir comment créer une version GUI, donc GUI qui veut dire Graphical User Interface. Donc, on va créer une version interface graphique de notre programme. Je vais vous montrer également comment générer l'exécutable pour la version interface graphique. On pourra même donner, disons, une icône à notre application. Ça va être le fun. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire. Il paraît que si vous cliquez sur la cloche de notification, vous allez être notifié si je poste de nouvelles vidéos. Donc, n'oubliez pas de le faire également. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, n'oubliez pas notre petit exo. Vous pouvez poster votre solution en commentaire et puis tout le monde pourra commenter, tout le monde pourra s'en inspirer. Merci d'avoir pris de votre temps pour regarder cette vidéo. On se voit dans la vidéo prochaine. Stay tuned and take care. Peace.